affaire Modéron Simba, ancien ministre du Tourisme, la Cour constitutionnelle rejette in extremis la requête introduite par les conseils des avocats de cette prévenue ancien ministre du Tourisme, introduite au niveau de la Haute Cour, relevant l'inconstitutionnalité, voulais-je dire, concernant son interpellation, tout d'abord à la Cour d'appel après la Cour de cassation, ensuite à la Cour de cassation, à cet ancien ministre et puis ancien député de la République démocratique du Congo, après les rejet de son recours par la Cour constitutionnelle, synonyme de la continuité de ces procès. Quelle serait la suite? Est-ce que Modéron Ntimba, la Cour d'appel de Kinshasa, bien la Cour de cassation, d'où le monsieur jugé, peut est-elle aujourd'hui prendre la décision de la condamner, lui qui aujourd'hui se retrouve toujours dans les cachots de la prison centrale de Makala? Cette durabilité, est-ce qu'en droit c'est normal qu'on puisse prendre beaucoup de temps comme ça, où une personne est toujours condamnée sans pourtant et comment interpeller et reste là-bas sans pourtant être condamné? Est-ce que ces droits sont à respecter? La suite de ces procès, justement, la réponse, vous aurez les réponses, voulais-je dire, tout à l'heure dans cette émission. Et puis on va revenir sur ces débats concernant l'homosexualité en République démocratique du Congo. Vous savez, les semaines passées, il y a un groupe des Congolais qui sont allés déposer un mémo au président de la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, pour réclamer leurs droits. Des personnes faisant partie intégrante de la communauté des homosexuels en République démocratique du Congo. La constitution congolaise, est-ce que reviennent bel et bien sur cette catégorie de personnes là où les lois restent muettes? Est-ce que pour les présidents de la CNDH de recevoir ce genre de personnes, relève d'une normalité, ou bien ils devaient carrément refuser de les recevoir au moment la loi congolaise certainement ne revient pas sur cette catégorie de personnes? Si ça prend à cette ligne, est-ce qu'il faut aussi rejoindre l'Ouganda voisin qui, dans ces lois, a quand même et quand même revenir sur ces genres d'infractions relevant l'homosexualité, où en Ouganda est condamné à 15 ans ou de 15 à 20 ans de prison au premier degré. Messieurs et dames, interface, à toutes et à tous, et bienvenue pour ce dimanche 9 juin 2024 sur les antennes de Samuel 13 Télévision pour répondre à cette question. Ces questions, nous recevons pour vous Maître Cédric Ntumba. Bonsoir Maître. Bonsoir Monsieur Daniel Roland. Vous allez bien? À merveille, merci pour votre invitation. Alors, avec plaisir Maître, d'entrer déjà dans cette émission, d'abord, je vous donne une minute avant qu'on puisse revenir sur cette affaire concernant l'ancien ministre du Tourisme Modéron Ntimba, ou encore ce dossier de l'homosexualité en République démocratique du Congo. J'aimerais que vous puissiez quand même commenter ces procès qui a commencé à la haute cour militaire concernant ce qui était passé, cette affaire des coups d'État de Christian Malanga mort aujourd'hui et son groupe, les restants des assaillants aujourd'hui qui sont en train d'être jugés par la haute cour. Une opinion, un avis par rapport à ce qui se passe. Merci beaucoup, Monsieur Daniel Roland. En fait, je n'avais pas beaucoup logoré là-dessus, justement parce que le procès est déjà en cours, en pleine instruction devant le juge. Mais seulement, comme nous l'avons dit la fois passée, que Christian Malanga, en fait, tout le reste, toutes les personnes qui sont impliquées dans ces dossiers seront jugés bien entendu à Kinshasa ici, peu importe leur nationalité, parce que la RDC avait opté pour ou a opté pour le principe de la territorialité, c'est-à-dire toutes les infractions qui se commettent sur notre territoire sont jugées en République démocratique du Congo. Et donc, ce qui a bien entendu impliqué à ce que le juge puisse s'en être saisi au travers les ministères publics. Et un autre constat, c'est que vous avez remarqué, le ministère public pour suivre tout le présumé délinquant, du chef bien entendu de
terrorisme, détention illégale d'armes, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, financement du terrorisme, même si dans les chefs d'accusation, il n'y a pas la répression du mouvement subversif, parce qu'en réalité, il constitue bien entendu ces mouvements-là. Peut-être que le ministère public a considéré l'association des malfaiteurs comme étant la tenue d'un mouvement subversif, alors qu'en réalité, les deux infractions ne se confondent pas. La tenue d'un mouvement subversif est une infraction autre que l'association des malfaiteurs, punie par le code pénal, bien entendu, ordinaire. Et de toute évidence, toutes les infractions pour lesquelles ils sont poursuivis sont punies presque de la peine de mort. Et conformément à la loi, si une personne ou plusieurs personnes en participation criminelle ont commis plusieurs infractions à la fois, une infraction punie de mort ou une infraction punie de servitude pénale à perpétuité, le ministère public, après avoir requis la peine à laquelle ils doivent être condamnés, le juge qui en est saisi doit nécessairement, n'est-ce pas, c'est-à-dire déterminer la formule par laquelle il doit condamner le délinquant, soit dire qu'il s'agissait bien entendu d'un concours matériel, c'est-à-dire il y a plusieurs infractions commises par plusieurs personnes au même moment et chaque infraction est caractérisée par une intention particulière, ce qui permet au juge de ne pas les condamner en fait, de faire en réalité la sommation de peines assorties dans chacune des infractions et des condamnés. C'est ça le principe, M. Daniel Rolland. Lorsque quelqu'un commet une infraction d'assassinat, par exemple, on le punit de mort. Mais lorsque quelqu'un commet une infraction d'assassinat, de terrorisme, donc il commet au même moment plusieurs infractions, le droit a résolu cette situation-là, en prévoyant bien entendu que cette personne qui a commis plusieurs infractions au même moment serait bien entendu condamné à la peine, n'est-ce pas, qui résulterait de la sommation de toutes les peines assorties de ces infractions. Mais il est toujours bon à savoir que le juge ne pourra en réalité que les connaître peut-être que d'une seule peine, en ce sens que si les infractions autres que celles punies, par exemple, de la peine de mort, sont aussi punies de servitude pénale à perpétuité. Il y a des infractions punies de 10 ans, de 5 ans d'emprisonnement. Le juge ne va pas les condamner à la fois à la, excusez-moi, à la peine de 5 ans d'emprisonnement, 10 ans d'emprisonnement. Non, non. Le droit veut que la règle qui résout ces problèmes-là, des concours, n'est-ce pas, matériels de plusieurs infractions, soit celle qui voudrait que les délinquants soient condamnés à une seule peine, la plus forte, qui absorbe le reste des peines. En l'occurrence, la peine de mort, n'est-ce pas, absorbe, comme je peux dire, la peine de servitude pénale à perpétuité absorbe toutes les peines à temps. Donc, il est tout à fait, je dirais, incongru ou incohérent que l'on vous condamne à la fois à la peine de 10 ans ou de 20 ans d'emprisonnement, alors que parmi les infractions que vous avez commises, il y a une d'elles qui est assortie d'une peine de servitude pénale à perpétuité. Donc, il est tout à fait logique et raisonnable que vous soyez condamné à une seule peine, par exemple la peine de servitude pénale à perpétuité. Mais dans le cas d'espèce, c'est que l'enfant de Christian Marcel Malanga et ses coéquipiers, bien entendu, ou ses coparticipants, sont poursuivis de plusieurs infractions assorties de la peine de mort. Peut-être que le juge va les condamner, n'est-ce pas, qu'à la peine de mort, même pour une seule infraction, et justement, le juge va considérer le but poursuivi par ces délinquants. Ça aurait été autrement s'ils avaient commis une seule infraction. Donc, bref, il est tout à fait normal que la RDC puisse prouver sa souveraineté, n'est-ce pas, dans la répression des infractions commises contre notre État et contre certains individus, en l'occurrence Vital Kamerhe. Il est tout à fait aussi normal qu'ils puissent purger leur peine ici. Mais seulement, j'avise, comme je l'avais dit tantôt, M. Daniel Rolland, que dans l'exécution peut-être de la peine, il pourrait se poser un problème en ce sens que ces gens-là étant relevant de la nationalité américaine, peut-être que dans le cadre d'une coopération judiciaire internationale pénale, l'État américain, les États-Unis vont demander bien entendu
qu'ils soient extradés. Mais outre cela, ils peuvent l'être ici. Vous avez même appris qu'il y a un Polonais, je l'aurais appris aussi, qui a été condamné à une peine de 10 ans d'emprisonnement, mais malheureusement, après sa condamnation, l'ambassadeur de la Pologne est venu pour solliciter à ce qu'il soit exécuté, qu'il exécute sa peine là-bas. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland. Donc, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas incongru, ce n'est pas mauvais parce que les États doivent coopérer. Donc, c'est normal aujourd'hui que l'État congolais puisse les condamner. Ensuite, les États-Unis aussi viennent pour demander ces sujets pour qu'ils aillent faire la prison là-bas aux États-Unis. Ça ne posera aucun problème. Ça ne posera aucun problème. Et si ça arrivait là-bas, les États-Unis ne faisaient pas la même chose comme premier, est-ce que ça pourrait aussi avoir sur le plan diplomatique, ou bien la diplomatie du droit entre les deux pays, ça peut créer la méconfiance. Ouais, ça peut créer, en tout cas, comme vous le dites, la grande méfiance. Pourquoi? Parce que lorsque les États-Unis demandent l'extradition, n'est-ce pas, de ces sujets, pour soit qu'ils soient jugés là-bas, ou pour qu'ils soient, dans le cas sous examen, ce n'est plus pour juger, parce qu'ils sont déjà jugés ici, pour qu'ils exécutent leur peine là-bas, c'est justement pour que les États-Unis puissent s'en assurer aussi, les États-Unis doivent s'en assurer aussi de l'exécution de cette peine, n'est-ce pas? De sorte que la personne puisse, n'est-ce pas, s'amender, puisse répondre de ses faits, puisqu'il serait de mauvaise loi que les États-Unis puissent solliciter l'extradition pour faire exécuter la peine, n'est-ce pas, dont le prévenu américain sont condamnés ici, mais quand ils partent là-bas, ils ne l'exécutent pas. Ce serait justement un problème, mais il faut savoir que c'est l'État je dirais, récurrent, qui doit s'assurer de l'exécution de cette peine. Et l'État requis n'a pas le pouvoir de contrôle sur la manière dont la peine doit être exécutée dans l'État requis. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland? Donc ça voudrait justement dire que la coopération entre les États, en tout cas, passe avant tout. Et chaque État, il y a une dose de confiance que l'on s'est fait. Dans les cas des relations diplomatiques, on s'est dit, écoutez, si on arrivait à condamner les Américains, ou comme le cas de ces Polonais-là, en réalité, la RDC n'a pas le pouvoir de contrôle sur la manière dont s'exécute la peine dans un État étranger. Justement parce que la souveraineté constitue aussi une barrière, M. Daniel Roland. Donc, si on accepte d'extrader excusez-moi, les étrangers américains, Marcel et autres, donc l'État qui demande cette extradition doit s'assurer de la bonne exécution de la peine. Et si aussi la RDC remarquait une dose de partialité, une dose de mollesse dans les cas de l'exécution de cette peine, on pourrait prochainement peut-être refuser, n'est-ce pas, l'extradition d'un étranger. Mais toutefois, ça poserait aussi des problèmes sur la diplomatie, nos relations diplomatiques. Alors, c'est bien, Maître Cédric. Là, ce sont des explications quand même importantissimes concernant cette affaire du coup d'État à manquer en République démocratique du Congo mené par Christian Malanga, qui est à l'au-delà aujourd'hui, mais ses compagnons sont poursuivis par la justice congolaise. On va parler maintenant de cette affaire de l'ancien ministre du Tourisme, Modero Ansimba, qui est poursuivi par les procureurs près la Cour des cassations pour faux bouillie, imputation dommageable concernant cet audio qu'on avait tous suivi, qui circulait sur les réseaux sociaux, où l'ancien ministre du tourisme parlait de cette affaire de la mort de Chariban Kende, ancien ministre du transport, même si lui-même Modero a toujours nié ça. Après le début de ces procès, ses avocats avaient introduit un recours au niveau de la Cour constitutionnelle, chose qui avait obligé la Cour de cassation à des 6 soirs de décréter la séance de la procédure menée. Question d'attendre la réponse de la Cour constitutionnelle concernant l'inconstitutionnalité soulevée par le Conseil des Modero Ansimba. La réponse aujourd'hui est donnée. La Cour constitutionnelle donne une réponse négative par rapport certainement aux attentes de la partie Modero Ansimba. Vous, par rapport à cette réponse, par rapport à cet avis de la Cour constitutionnelle, comment vous la jugez? Merci beaucoup, M. Daniel Roland, pour la question.
En réalité, Modéron Simba, comme vous le savez bien, il est poursuivi de la propagation de faux bruits. Et cette infraction est bien entendu punie par l'article 199 bis du Code pénal. Et cet article punit toute propagation de faux bruits. Ça veut dire justement que la propagation doit consister en une publication. Je ne vais pas ici décrire en quoi consiste, n'est-ce pas, cette infraction et comment cette infraction est nécessairement mise à sa charge parce qu'elle est en pleine instruction. Mais seulement, il y a un incident de procédure. C'est que la Cour de cassation a remarqué que les avocats de Modéron Simba avaient soulevé les exceptions de constitutionnalité, mais lesquelles ont été, bien entendu, rejetées par la Cour de cassation, même si la nature de l'exception ne voudrait en aucune manière qu'il y ait un quelconque rejet, quand bien même aussi il faut avouer qu'il y a un arrêt de principe, arrêt, je crois, Rcons 12/72, qui avait en tout cas demandé, qui rejette toute exception de constitutionnalité lorsqu'il n'y a pas de démonstration de la loi, de la norme qui va être appliquée par la Cour de cassation ou par un tribunal, mais qui viole la Constitution ou qui, n'est-ce pas, par évidence, pourrait violer la Constitution. Cet article, comme je le disais tantôt, punit la propagation des faux bruits. Ça veut dire justement que celui qui propage de fausses nouvelles ou qui dénature des faits, n'est-ce pas, ou galvaude une information vraie, serait bien entendu poursuivi pour cette infraction-là, mais encore faudrait-il que la publication vienne de lui, parce que quand on dit propagation de faux bruits, comment ou de quelle manière il a propagé de faux bruits, monsieur Daniel Roland? C'est que il doit y avoir une nouvelle ou une information qui est publiée, et à part ça, la publication de la nouvelle doit être de nature à troubler bien entendu l'ordre public, et il doit s'agir bien entendu d'un trouble réel et profond. Et celui qui propage la nouvelle doit nécessairement l'avoir fait de mauvaise foi. Mais la question, à qui Modéron Simba avait bien entendu livré ces messages? Sur cette question, je n'aimerais pas répondre vite en besogne parce qu'il faut d'abord répondre sur le préalable. Le préalable, c'est-à-dire quoi, M. Daniel Roland? Le préalable, c'est que est-ce que c'est à Modéron Simba que revient la paternité, bien entendu, de cet audio? C'est-à-dire, est-ce que c'est lui réellement à qui revient l'audio en question? Ça, c'est déjà un problème. Mais lorsque les avocats de Modéron Simba ont considéré que leur client n'est pas justiciable de la Cour de cassation et que la Cour constitutionnelle va rejeter la requête en inconstitutionnalité, là il y a un problème. Pourquoi? Parce que Modéron Simba, je crois qu'il fut ministre du tourisme. Et il avait déjà, je crois les établir, il avait déjà démissionné à ses postes puisqu'il était élu député. Il attendait la confirmation exactement. De son élection. Le Parlement, bien entendu, devrait procéder par l'investiture de Modéron Simba. Or, lorsque vous êtes élu député, vous ne bénéficiez pas directement de tout le privilège dû à ces postes. Justement parce que c'est l'investiture qui constitue un mécanisme juridique, je dirais politique, par lequel une personne entre en exercice de sa fonction et peut s'estimer bénéficier de tous les avantages dus et de tous les privilèges. Voyez-vous, M. Daniel Roland? C'est vrai que le droit pénal a une dose de raisonnement qui est peut-être différente du raisonnement du droit parlementaire. Mais il est de principes auxquels le droit pénal ne saurait déroger. Ça veut dire, lorsque le droit pénal pose le principe de poursuite d'un député, il dit, écoutez, pour poursuivre un député, il faut, par exemple, que l'autorisation vienne du Parlement, de l'Assemblée nationale. Si c'est en cas de flagrance, il n'y a pas d'autorisation, ni du bureau, pas d'autorisation de l'Assemblée nationale. Parce que le bureau exerce son pouvoir d'autoriser les poursuites que lorsque ces bureaux, lorsqu'il n'y a pas session. Voyez-vous, M. Daniel Roland. Mais dans le cas d'espèce, Modéron Simba est prétendu avoir été poursuivi par voie de flagrance.
c'est-à-dire en flagrant délit. Alors, la flagrance constitue une barrière à toute procédure ordinaire de poursuite d'un député. Voyez-vous, monsieur Roland. Mais lorsque la Constitution elle-même vient à dire que l'exercice de la fonction ou du mandat d'un député est subordonné à l'investiture par l'Assemblée nationale, le droit pénal ne peut pas venir pour poser une barrière. Non. Là, le droit pénal, il est pris en étau. Et le droit parlementaire tient le droit pénal en état, M. Daniel Roland. Ça voudrait justement dire on ne peut rien faire s'il n'y a pas investiture. Et donc, vous avez la Cour constitutionnelle qui rejette la requête. Mais on s'est dit, à partir du moment où Modéron Simba avait été élu député et qu'il n'était plus ministre parce qu'il avait démissionné, en même temps, il n'y avait pas eu son investiture. Pendant cette phase transitoire, quelle est la juridiction compétente à laquelle Modéron Simba peut être jugé? C'est ça le problème. Quelle est la juridiction compétente devant laquelle il peut être jugé? C'est que si la Cour constitutionnelle nous dit qu'elle a rejeté la requête des avocats, ça voudrait dire que la Cour de cassation doit nécessairement connaître du fond de cette affaire. Mais encore faudrait-il que la Cour de cassation ait la compétence de se faire, parce que la compétence de la Cour de cassation tient à la qualité de la personne à juger. Mais j'aurais aussi appris, peut-être comme vous aussi, que Modéron Simba a été invalidé. Oui, il a été invalidé par la Cour constitutionnelle. C'est ça le problème. Il faut une certaine cohérence dans notre système juridique. C'est-à-dire que lorsque la Cour constitutionnelle rejette la requête, n'est-ce pas, en inconstitutionnalité, en contrepartie, c'est-à-dire qu'insidieusement, la Cour constitutionnelle confirme la compétence de la Cour de cassation. Or, quand elle confirme cette compétence de la Cour de cassation, la Cour de cassation, pour juger une personne, doit nécessairement dire si la personne, n'est-ce pas, relève de sa compétence. À partir de quoi? À partir de la qualité que revêt la personne. Est-ce que c'était fait par la Cour de cassation? Non, mais bien entendu, quand le ministre, parce que la procédure vient du parquet général, près la Cour de cassation. Parce que le procureur général devrait normalement, flagrance soit-il, certes, on comprend que lorsqu'il y a flagrance, le procureur doit instruire à charge ou à décharge, sans toutefois se soumettre vers des procédures de demande d'autorisation de poursuite. Mais quand il vient soumettre à la Cour de cassation sa requête aux fins de fixation des dates d'audience, cette requête, la Cour de cassation n'en a pas le pouvoir de contrôle. La Cour de cassation n'a pas à dire que tu ne peux pas nous saisir parce que la personne n'a pas qualité. Non. La Cour de cassation va se saisir en fonction de cet arrêt, de cette requête, et en pleine instruction, bien entendu. La Cour va vérifier le moyen que soulèveraient les parties ou les exceptions déclinatoires selon les cas, comme il en est le cas d'une exception déclinatoire des compétences, pour savoir si elle peut statuer sur le dossier. Mais, M. Daniel Roland, c'est que la requête qui saisit la Cour s'en est déclarée compétente. Et bien entendu, il faut avouer que toutes les exceptions qui sont allées dans le sens de décrier la compétence de la Cour ont été déclarées, en tout cas, je dirais, irrécevables, tout ça, par la Cour de cassation. Mais cela n'est pas le cas, c'est pas ce qui est opportun. C'est que la Cour constitutionnelle, je peux dire qu'à le risque de nous pondre un monstre juridique, parce que la compétence de la Cour de cassation tient sur la qualité de l'agent à juger. Lorsque on attaque en inconstitutionnalité, n'est-ce pas, l'arrêt de la Cour, ainsi de suite, parce que vous avez aussi appris que la Cour constitutionnelle aurait déclaré inconstitutionnel un arrêt du Conseil d'État, n'est-ce pas, en prétendant qu'il aurait violé la Constitution. Je prends les choses dans cet angle-là. C'est-à-dire, si les avocats
de Modéron Simba ont soulevé cette exception d'incompétence, où on saisit la Cour constitutionnelle directement par voie d'une requête pour prétendre que la Cour de cassation est incompétente, il fallait que la Cour constitutionnelle puisse mesurer au moins la compétence de la Cour de cassation en fonction de la qualité de l'agent, puisque au moment à partir duquel la Cour de cassation veut statuer sur le dossier Modéron Simba, elle doit savoir si, elle doit d'abord démontrer, prouver la qualité de l'agent. Et la Cour constitutionnelle, sans toutefois connaître du fond du dossier, doit aussi à son tour savoir si la Cour de cassation est compétente. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland? Et donc, lorsque Modéron Simba est invalidé, ça veut dire que même là, c'est pourquoi je vous dis que parfois le droit pénal est pris en étau par le droit, bien entendu, politique ou le droit parlementaire. En ce sens que on devrait normalement, sans toutefois aller vite en besogne, attendre, monsieur Daniel Roland, que le Parlement puisse investir monsieur Modéron Simba, auquel cas le parquet général pouvait, excusez-moi, saisir la Cour de cassation parce que la qualité qui nécessite la saisine de la Cour de cassation, n'est-ce pas, serait bien entendu de mise. Mais lorsque, M. Daniel Roland, vous avez une personne comme Modéron Simba, sans que le Parlement ne l'ait investi, vous partez vite en besogne pour saisir la Cour de cassation. Vous voyez ce qui est arrivé, c'est que le Parlement a fait quoi? Le Parlement a, je dirais, le Parlement a invalidé Modéron Simba. Mais la question, cette invalidation de Modéron Simba, est-ce que n'est-elle pas due du fait de la publication de cet audio qui lui est malencontreusement, je dirais, attribué? Parce que jusqu'à présent, aucune juridiction n'a pu dire un mot sur l'attribution ou la propriété de cet audio. À qui revient cet audio? Ce n'est pas une vidéo. La voix qui s'est fait entendre, on ne sait pas si sa voix ou pas. Voyez-vous? Et surtout que le concerné lui-même nie toujours que ce n'est pas sa voix certainement. Et pourquoi on l'aurait invalidé? Y a-t-il pas une main noire derrière son invalidation? Certainement pour faciliter la tâche à la Cour de cassation. Non, parce que si vous dites que c'est certainement pour faciliter la tâche à la Cour de cassation, ça voudrait dire que si on l'invalide, la Cour de cassation serait compétente de le juger et que ce serait un moyen pour lui faciliter la tâche. Non, parce que, invalidation ou pas, on aurait attendu. Le parquet pouvait agir parce que c'est un cas flagrant. Le parquet général pouvait aussi s'en saisir, bien entendu, parce qu'en cas de flagrance et dans des hypothèses pareilles, il devrait se saisir, même arrêter ou quoi que ce soit, parce que le parquet, comme on dit souvent, le ministère public est unique. Mais à quoi tient l'unicité du ministère public si le règlement d'ordre intérieur de cours et tribunaux et parquets pose le principe de la compétence personnelle et compétence territoriale aussi, parce que chaque parquet doit arrêter quelqu'un selon que la compétence lui revient de se faire. Compétence matérielle, compétence territoriale en réalité, compétence, je dirais, matérielle, territoriale et une autre compétence dont j'oublie. Mais c'est normal que l'infraction comme celle de l'imputation dommageable soit admise dans la catégorie des infractions relevant d'une quelconque flagrance. En fait, la flagrance, monsieur Daniel Roland, je dirais, elle est en réalité définie par l'ordonnance de 1978 certainement, à son article 9, à moins que je m'en abuse, qui précise bien que l'infraction flagrante est celle qui est en train de se commettre maintenant là, ok? Ou, en fait, celle qui est commise maintenant, ou celle qui est en train de se commettre, ou celle qui est commise mais poursuivie, n'est-ce pas, dont le prévenu est poursuivi par la clameur publique, ou celle qui est commise par le prévenu qui est porteur de feu d'armes et qui laisse présumer qu'il a commis une infraction. Alors, si on considère que la Constitution, lorsqu'elle nous dit que en cas de flagrance, il n'y a pas autorisation de poursuite à solliciter du Parlement, ça veut dire que la Constitution ne définit pas d'abord ce qu'on entend par flagrance. Nous devons aller voir dans un texte particulier qui, n'est-ce pas, prévoit la notion de flagrance.
c'est bien entendu cette ordonnance-là de 1958 dont je vous ai parlé, et cette ordonnance 31 définit la notion de flagrance. Au regard de l'infraction commise, vous avez parlé ici de diffamation, imputation dommageable. Oui, parce que, imaginons que vous avez, pendant notre émission, nous imputons, n'est-ce pas, de faits où nous calomnions, n'est-ce pas, la personne de Modéron Simba ou de quelqu'un, entre guillemets, d'un tiers. Donc, si la calomnie a été commise, monsieur Daniel Roland, ou cette imputation, parce que l'imputation dommageable, vous l'imputez le fait de quelle manière? Parce que l'imputation est différente d'une diffamation. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland? On impute le fait selon qu'on est devant une autorité judiciaire ou devant une autorité publique. Voyez-vous? Maintenant, dans les cas d'espèce, lorsque vous diffamez sur le nom de quelqu'un, ou bien vous imputez faussement, n'est-ce pas, le nom de quelqu'un sur les informations qui se sont révélées fausses, la loi dit, le moment de la commission de cette imputation nous permet de caractériser le fait, n'est-ce pas, comme étant flagrant ou non, monsieur Daniel Roland. Voyez-vous? Maintenant, lorsque les faits sont commis aujourd'hui, le ministère peut s'en saisir et dire que les faits sont flagrants. Mais dans le cas de Modéron Simba, ok, j'aurais appris que l'audio remonte de 8 mois, de 6 mois, à moins que je m'en abuse. Je ne sais pas trop non plus, parce que ça avait des liens entre le jour, n'est-ce pas, du décès de Chéribon Okende, ainsi que de lui-même, de l'audio qu'il avait fait, suite à leur conversation, comme on aurait appris. Mais le problème n'est pas celui-là, M. Daniel Roland. Le problème, c'est d'abord la compétence. Il se poserait un grand problème sur la compétence de la Cour de cassation. Parce que, à partir du moment où Modéron Simba est invalidé, la Cour de cassation ne pourra jamais juger Modéron Simba. Donc, Modéron Simba, il est devenu, excusez-moi, un citoyen ordinaire, comme vous et moi. Et qui devrait les juger normalement? La compétence, M. Daniel Roland, pour une personne qui n'a pas une qualité spéciale, ne bénéficiant pas non plus de privilèges de juridiction. Je dis bien privilège de juridiction d'abord, parce que les immunités constituent un obstacle à la poursuite. Mais le privilège de juridiction ne constitue pas un obstacle. C'est que, disons, vous donne seulement un avantage d'être jugé à un tribunal ou à une juridiction bien déterminée. Alors, quand vous devenez, comme Modéron Simba, une personne sans qualité parce qu'il n'est plus ministre, et puis de l'autre côté, il est invalidé, ça il devient une personne ordinaire. La compétence de la juridiction qui doit les juger se détermine par la peine assortie des infractions ou de l'infraction commise. Vous le poursuivez de faux bruits, de la propagation de faux bruits. Je crois, à moins que je m'en avise, l'article 109 bis doit punir le faux bruit de 3 ans d'emprisonnement. Hein, entre 1 année à 3 ans d'emprisonnement. Et donc, la loi dit, je dirais, la loi du 11 avril 2013 sur les juridictions, n'est-ce pas, fonctionnement, compétences et des juridictions de l'ordre judiciaire, précise bien, M. Daniel Roland, que pour l'infraction commise par une personne assortie de la peine de 1 jour à 5 ans d'emprisonnement, le tribunal de paix est compétent pour le juger. Par conséquent, et dans les cas d'espèce. Vous avez Modéron Simba qui a commis les faux bruits, la propagation des faux bruits, qui est présumé avoir commis la propagation des faux bruits. L'infraction est punie de 3 ans d'emprisonnement. C'est une peine, n'est-ce pas, qui est dans la tranche ou dans la fourchette de peine pour laquelle le tribunal de paix doit se saisir. Voyez-vous, M. Daniel Roland? Donc, il se posera un problème de compétence pour la Cour de cassation et il se posera aussi un problème de l'attribution de la preuve électronique comme celle appartenant, bien entendu, à Modéron Simba. Dire que la voix là est réellement sa voix. Et ça demande bien entendu un certain, certes en droit congolais, nous avons reconnu par l'ordonnance de 2023, je crois bien, sur l'ordonnance sur le code numérique, bien entendu, on a reconnu la preuve numérique comme une preuve de droit, applicable en droit congolais en tout cas, dont le juge peut prendre en compte, mais
Le problème, ce n'est pas sur l'application de cet article 325 de l'ordonnance loi sur les codes numériques, mais plutôt sur l'attribution. Comment déterminer que telle preuve électronique, n'est-ce pas, on peut l'attribuer à telle ou telle autre personne. Certes, ça relèverait, bien entendu, ça relèverait de la compétence non, ça relèverait de l'expertise à venir peut-être de la police scientifique de la RDC. Alors, la compétence de la politique scientifique de la RDC, au moment où la haute cour a donné son avis, il n'a pas répondu d'une manière favorable à la requête du conseil d'avocats de Modéron Simba. Est-ce que peut-on dire que cette affaire est close? La partie Modéron Simba n'a pas une autre juridiction qu'elle peut aller justement pour essayer de changer la donne ou bien de retrouver ce qu'on peut considérer comme l'air droit pour essayer un peu de booster les choses et puis l'air prévenu soit jugé par une juridiction compétente. Ok, en tout cas, ça c'est une question très intelligente, très intelligible. Pourquoi j'ai dit ça, monsieur Daniel Roland? C'est comme qui dirait que lorsque la Cour constitutionnelle rejette, n'est-ce pas, la requête de la Cour de cassation, ça veut dire que Modéron Simba doit être jugé par la, excusez-moi, la requête, la Cour constitutionnelle rejette la requête des avocats de Modéron Simba. La requête qui réprouve la compétence de la Cour de cassation. Est-ce que y a-t-il une autre voie de sortie? Parce que nous disons ici que la Cour de cassation n'est pas compétente. Moi, je vous ai répondu ici en vous disant que la Cour de cassation, certes, elle n'est pas compétente de juger une personne qui ne relève pas de sa compétence. Mais quand la Cour constitutionnelle prononce un arrêt, monstrueux soit-il, cet arrêt est irrévocable et inattaquable, monsieur Daniel Roland. Parce que, vous le savez bien, que dans la pyramide de juridiction congolaise, nous avons la Cour constitutionnelle qui figure, n'est-ce pas, parmi les juridictions de l'ordre, bien entendu, constitutionnel, parce que l'ordre constitutionnel n'est pas hiérarchisé, mais elle n'a qu'une seule cour. Mais au-dessus d'elle, son arrêt reste tel quel. Il est inattaquable. Vous avez vu des députés qui ont été invalidés par la Cour constitutionnelle, l'arrêt de la Cour est resté, n'est-ce pas, intact. Donc, c'est pour dire que c'est du fait de la Constitution ou du fait des choses constituées que l'arrêt de la Cour reste tel quel. Et la Cour de cassation, à son tour, M. Daniel Roland, donne nécessairement s'est déclaré saisi parce que la requête des avocats de Modéron Simba, n'est-ce pas, s'est révélée, a été rejetée par la Cour constitutionnelle. Mais il faut éviter de nous pendre de monstres juridiques, M. Daniel Roland. Parce que ces monstres juridiques bouleversent la cohérence du système juridique et judiciaire congolais. Puisque lorsque Modéron Simba est vraisemblablement, et d'évidence même, invalidé par le Parlement, c'est qu'il n'a plus la qualité de député national. Alors même si la requête des avocats de Modéron Simba venait à être rejetée, comment la Cour de cassation justifierait sa compétence? Parce que il y a la loi de 2013 portant procédure devant la Cour de cassation qui prévoit bien entendu le justiciable de la Cour de cassation. Voyez-vous, M. Daniel Roland? Alors la qualité là de député tiendrait à quoi? Par quel raisonnement juridique? À moins qu'on ait envie de construire le droit sous un autre paradigme, auquel cas on aurait aussi accepté, je dirais, excusez-moi, les incongruités qui viendraient de la Cour de cassation si elle s'est déclarée compétente sur le fait de juger Modéron Simba. Parce que la Cour constitutionnelle a, vous voyez, ces raisonnements-là, il est un peu carré, hein, il est un peu logique. On se dit, vous attaquez vous faites une requête en inconstitutionnalité pour que la Cour constitutionnelle puisse déclarer la procédure entamée comme inconstitutionnelle parce qu'elle est entamée contre une personne qui n'est pas députée. Mais non, quand la Cour constitutionnelle rejette votre arrêt,
Ça voudrait dire, ça laisse transparaître à l'idée ou à l'esprit, M. Daniel Rolland, que la Cour de cassation pourrait se déclarer compétente. Or, cette logique ne tient, en tout cas, c'est un château de cartes, M. Daniel Rolland, qui peut tomber d'un coup des alizés ou d'un coup de vent. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que même si la Cour a prononcé cet arrêt, la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation doit justifier dans son arrêt, ne doit pas justifier sa compétence sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle, mais sur la qualité de la personne à juger. Et si la personne n'a pas qualité, elle n'a pas à connaître du fond, comme je vous ai dit, sauf si on a besoin de construire le droit sous un autre paradigme. Alors, sous un autre paradigme, ça veut dire nous allons s'arrêter là au niveau de cette affaire des modéraux. Si peut-être aujourd'hui, mon modéraux a persisté pour dire, bon, comme au niveau du pays, la haute cour a pris sa décision. Ces arrêts sont inattaquables, comme vous l'avez bel et bien signalé, Maître Cédric. Est-ce que Modéron Simba a aussi le droit de quitter au niveau national pour aller au niveau international, justement, pour aller certainement accuser la RDC concernant cette manière de faire les choses, avant même qu'il puisse être condamné ou ne pas être condamné par la Cour des cassations? Non, monsieur Daniel Rolland, en fait, la répression de l'infraction est l'un des attributs de la souveraineté d'un État. Et donc, vous comprenez que dans un État, lorsque, en matière pénale, bien sûr, vous avez des cas pareils, Modéron Simba, il doit être jugé où? Il doit être jugé dans notre État et par nos juridictions. Voyez-vous? Mais nos juridictions doivent être compétentes pour le juger. Mais seulement, les juridictions des États étrangers ne sont pas compétentes pour venir juger des infractions commises ici ou bien pour que Modéron Simba aille clamer. Peut-être s'il estimerait que ces droits, bien entendu, civiques, politiques, droits de l'homme et autres en général, ont été lésés, ont été violés par la Cour. Mais il est très très difficile qu'il aille devant une juridiction étrangère. C'est impossible. Comment il le fera? Parce que même s'il le fait, à moins je ne vois pas cela, parce que qu'il s'agit de la CPI, vous connaissez que la CPI est compétente en matière de crimes internationaux. Elle n'est pas compétente pour venir, et même s'il pouvait en être le cas, la CPI est une juridiction subsidiaire, complémentaire. Donc vous voyez qu'il n'y a pas moyen de revenir, de raisonner sur cette base-là. C'est qu'on peut, quand même s'il s'agit qu'on parle aussi de la CIJ. La CIJ est une juridiction qui juge bien entendu les États, certes, mais elle est saisie par qui? Voyez-vous? Est-ce qu'un individu ça peut saisir la CIJ? Ce n'est que les organisations internationales ou les États qui peuvent vous saisir la CIJ. Donc vous voyez qu'il y a un grand contour. C'est pourquoi plusieurs auteurs sollicitent même, n'est-ce pas, qu'il y ait la Cour africaine des droits de l'homme pour juger bien entendu. Exactement. Mais les personnes aussi qui vont saisir la Cour, ils doivent aussi tenir sur la qualité de ces gens. Donc bref, monsieur Daniel Rolland, le droit en soi tient du raisonnement, n'est-ce pas, ou de la logique du raisonnable. Il y a certains principes sur lesquels ne peuvent ignorer ni le juge de la Cour de cassation. Vous savez, monsieur Daniel Rolland, que vous soyez juge à la Cour constitutionnelle ou à la Cour de cassation, vous n'êtes pas en fait une personne plus spéciale que les autres. Parce que tous ceux qui ont fait les études de droit, n'est-ce pas, vous êtes d'abord juriste. Avant que nous nous séparions et que nous options pour... avocat, donc, ce sont des personnes avec lesquelles nous sommes tous congénères. Alors, si j'ai dit ainsi, c'est pour dire que ils n'ont pas un raisonnement plus spécial. Donc, à notre niveau, lorsque nous sommes en train de regarder comment gérer la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation, le dossier Modéron Simba, on s'est dit non, à tel endroit, ils ont faussé, à tel autre, et ils n'ont pas faussé. Et d'un point de vue scientifique, on peut y avoir voix au chapitre. Voyez-vous, monsieur Daniel Rolland. Et donc, si ça continue comme ça pourrait, demain ou après-demain, cette affaire, ça pourrait être comme une jurisprudence pour peut-être les prochains procès, si ce genre de procès arrivés dans ce pays, qu'on pourra en tout moment commencer à faire référence par rapport à cet arrêt, aux arrêts de la Cour constitutionnelle. Oui,
Certes, monsieur Daniel Roland, la jurisprudence, comme vous le dites, doit être constante, mais nous avons toujours aussi remarqué à la Cour constitutionnelle une certaine, je dirais, la Cour constitutionnelle parfois revient sur ses propres décisions, et quand elle revient sur ses propres décisions, c'est pour dire une chose tout autre que celle qu'avait dit le juge par les passés. Vous avez remarqué ça avec Matata Pogno, je crois bien, où le juge Kalouba, la Cour constitutionnelle se déclare incompétente pour juger les dossiers, n'est-ce pas, Matata Pogno? Mais du coup, lorsqu'on a nommé le juge Kamuleta, il y est revenu sur les dossiers. Donc, vous voyez que tout part d'un raisonnement. Le raisonnement qu'a émis le juge Kamuleta, par exemple, sur la compétence de la Cour est peut-être beaucoup plus logique que c'est lui qu'avait émis le juge Kalouba. Voyez-vous? Parce que le juge Kalouba, il est constitutionnaliste. Et quand il est constitutionnaliste en tant que tel, quand il vient y mettre de points de vue, il doit aussi, en tout cas, avoir des digues de protection pénale. Parce que d'un côté, c'est le droit pénal en réalité qui agit. Même si on parlerait du droit pénal constitutionnel, mais il faut savoir à quel moment. N'est-ce pas? Il peut juger, il peut bouger un peu son intellect pour se déclarer compétent. Donc bref, messieurs Daniel Roland, nous avons toujours assisté en RDC à des revirements jurisprudentiels, mais qui ne contribuent guère au bon fonctionnement de notre système judiciaire et de notre système juridique. Ce n'est pas assez bon. Mais c'est possible pour les avocats des Modéon Simba de rentrer à la Cour constitutionnelle pour déposer un recours par rapport à cette décision. Est-ce que c'est possible que la Cour constitutionnelle puisse aussi revenir sur sa décision comme erreur matérielle? En fait, l'erreur matérielle, monsieur Daniel Roland, vous me posez une question sur l'erreur matérielle, c'est peut-être parce que vous avez aussi remarqué que la Cour constitutionnelle, sous prétexte de l'erreur matérielle, il y a une décision qui vient, qui change le dispositif même de l'arrêt rendu. Alors du coup, on s'est dit, si on est au Congo, monsieur Daniel Roland, où non seulement le ridicule ne tue pas, mais vous pouvez voir aussi une requête pareille, parce que en réalité, de par le raisonnement logique du droit, c'est que quand la Cour a prononcé sa décision, l'acta sententia iudex ex decinit iudex, c'est-à-dire que la Cour a prononcé cette décision, elle s'en est dessaisie, elle n'y revient plus. Et d'ailleurs, il y a encore un principe non bis in idem. Ça veut dire que pas deux fois la même chose. Ça veut dire lorsque la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée et que les avocats de Modéon Simba venaient à faire une autre requête sur le même objet sur lequel reposait bien entendu la requête précédente, la Cour constitutionnelle normalement doit dire que non, écoutez, pas deux fois la même chose, on avait déjà traité ces dossiers, on ne peut plus y revenir. Mais si cette Cour, si on a assisté à plusieurs revirements jurisprudentiels, à plusieurs réécritures des arrêts, où on change des dispositifs pour prétendre que il y avait erreur matérielle, mais l'erreur matérielle qui tient sur la substance même de l'arrêt. L'erreur matérielle où on dit qu'écoutez, l'enfant de Bati, on a enlevé son nom, et puis on vient remettre, et puis telle personne en a enlevé son nom, puis on va... Vous voyez toutes ces histoires-là, monsieur Daniel Roland, ça fait un peu bouger la tête, parce qu'en tant que juriste, on s'est dit, la Cour constitutionnelle parfois nous pond des monstres juridiques, que faire, que dire? On est dans quel état? Donc, il faut parfois que le président, je crois que même si la Cour constitutionnelle a prononcé son arrêt, mais nous avons un pasteur à la tête, bien entendu, à la tête de la Cour de cassation, le professeur Ndomba. Il est professeur d'abord, et puis il est pasteur. Il pourrait faire mieux. Il pourrait peut-être, en tout cas, se déclarer incompétente pour connaître du fond du dossier Modéon Simba, et renvoyer peut-être les dossiers, renvoyer le ministère public à saisir le tribunal de paix, selon les cas, pour connaître du fond de cette infraction-là. Alors, bien, d'une thématique à une autre, Maître Cédric, cette fois-ci pour les 13 minutes qui nous restent, nous allons essayer de parler de cette affaire des LGBT en République démocratique du Congo, qui certainement dans le passé, c'est une catégorie des gens qui s'est cachée, mais aujourd'hui, c'est devenu visible par rapport à la requête introduite à la Commission nationale des droits de l'homme la fois passée, où cette catégorie, cette communauté en République démocratique du Congo réclame d'être discriminée, de ne pas
était respecté par certaines personnes par rapport à tout ce qui se passe, et puis il demande d'être protégé. Maître Cédric, d'abord, vous allez émettre votre opinion, commenter par rapport à cette requête de cette catégorie, de cette communauté des homosexuels en République démocratique du Congo qui sont allés auprès du président de la CNDH pour déposer leur recours parlant de la discrimination. Bon, merci Monsieur Daniel Roland. Certes, lorsque on prétend qu'il y a discrimination parce que le mouvement LGBT certainement, certainement on parle de LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Ces histoires parfois me font rire à gorge déployée, Monsieur Daniel Roland. Lorsque je pense à ça, en tout cas, je me dis où va le monde. C'est justement l'inversion de valeurs. Et le président, n'est-ce pas, le président de la CNDH n'est pas là pour venir consolider des pareilles histoires dans notre État. C'est vrai que tout en étant réaliste, nous devons considérer la proportion considérable que prend ces mouvements, mais nous ne devons pas non plus oublier la promesse, n'est-ce pas, du ministre de la Justice qui prétend que ce sont des gens à arrêter et à condamner à 15 ans d'emprisonnement. Ce sont des personnes qui bénéficient des droits, ça il faut le dire. Ils bénéficient de tout droit que bénéficie tout citoyen congolais. Nous ne l'ignorons pas. Mais seulement, M. Daniel Roland, nous avons dans nos textes de loi, n'est-ce pas, certains principes indérogeables. Lorsque la Constitution pose déjà des principes sur le mariage, ok, le couple, ainsi de suite, c'est que la Constitution ne s'entend pas voir une relation de sexe, une relation de personnes de sexe hétérogène. Non, est-ce que homogène, excusez-moi. Ça veut dire de personnes de même sexe. La conscience s'entend aux relations hétérogènes. Donc, un homme et une femme. Mais lorsque nous remarquons une propension de lesbiennes, de gays, de bisexuels, de transgenres, certes, c'est un fait. Ok? C'est comme un phénomène qui est né. Mais nous, à notre niveau, en tant que juristes, qu'est-ce que nous allons dire? Moi, de par le point de vue que je peux émettre, c'est que les requêtes doivent être normalement rejetées par le président de la CNDH. Si et seulement si, je précise bien, que la protection de leurs droits dont ils clament tient du bout de fil sur peut-être sur le mariage. Voyez-vous, le fait qu'on doit célébrer un mariage de gays, un mariage de lesbiennes, un mariage de ainsi de suite. Nous devons en tout cas réprouver cela, M. Daniel Roland. Mais, si ça tient par exemple, parce que la RDC n'a jamais refuté, n'est-ce pas, les droits d'aller à l'école, les droits à l'éducation, le droit d'avoir un bien, que tu sois un gay ou pas, tu bénéficies déjà de ces droits. Mais l'officialisation de vos relations contre nature, ça au moins la RDC ne peut jamais se l'identifier, ne peut jamais se pousser à croire que non, ces gens-là ont aussi le droit de se marier. Non, M. Daniel Roland. Pour ce faire, il faut reviser notre constitution qui entend voir des relations hétérogènes dans les mariages plutôt que des relations homogènes, des personnes de même sexe. Voyez-vous? Donc, pour ma part, j'estime que, certes, dans notre pays, si vous marchez, vous circulez, vous verrez plusieurs gays. Parfois, vous vous dites, mais c'est quoi? Ça vient d'où? C'est de l'envoûtement, M. Daniel Roland. Certes, la RDC est laïque, mais moi je dis que c'est de l'envoûtement parce que Dieu m'a créé homme, je dois rester homme. Il a créé telle femme, il doit rester femme. Mais vous verrez une femme qui a des attitudes, des aptitudes et des attitudes. D'un homme, on ne comprend pas où va le monde, c'est juste l'inversion de valeurs. Et c'est pourquoi à un moment donné, si on avait un président dictateur, il aurait même castré, je dirais, il aurait, moi je ne dis pas castré, parce que vous savez à l'époque, quand on t'attrape, tu es gay, on se dit tu es un homme, bon venez là. Comme tu veux être femme, on va d'abord vous castrer. Ce n'est pas en fait ce que moi je propose parce que les droits de l'homme constituent une épée de Damoclès sur la tête d'un État. Mais ce que je peux dire, c'est que chaque homme, n'est-ce pas, doit se préserver, doit préserver les valeurs. Il doit respecter aussi la nature. Parce que la nature a des principes indérogeables. Je n'ai pas en réalité cherché à être homme. Vous n'avez pas non plus
un jour choisir à ce que vous deveniez homme, monsieur Daniel Roland. Voyez-vous? Donc, on est homme du fait de la nature. Nous devons aussi respecter cette conduite. Mais les gens, ces mouvements se propagent par une certaine considération sur, je dirais, et ils parlent de la liberté. Moi, je parle de libertinage, parce qu'ils se disent d'un côté que non, écoutez, nous sommes libres, nous pouvons tout faire, et donc si la nature a voulu que je sois homme, rien n'empêche que je puisse me contrarier à la nature en cherchant de devenir femme. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland? Or, ce n'est pas assez bon. Bref, monsieur Daniel Roland, je crois avoir répondu à cette question-là, et que la RDC est contre ces histoires. Le président de la République démocratique du Congo, le ministre de la Justice et autres ne peuvent en aucune manière promouvoir les relations homosexuelles, les relations de gays, de lesbiennes, des transgenres. Non, non, en réalité, ça ne peut pas se faire. Est-ce que, au lieu de laisser ça comme ça, est-ce que ce n'est pas le moment pour le gouvernement congolais, comme gouvernement, de prendre des dispositions nécessaires, soit d'encadrer, de faire voter les lois pour encadrer, protéger les droits de ces personnes, soit prendre des lois pour les contrer, justement, leur dire, ici, nous sommes en République démocratique du Congo, ce sont des choses qui ne passent pas. Si vous faites ça, vous serez condamné, comme ça se passe en Ouganda voisin, où cela est condamné au premier degré à 15 ans, oui, de 15 à 20 ans de prison. Oui, monsieur Daniel Roland, en fait, tout dépend des contextes et des cadres dans lesquels nous nous trouvons. Puisque, excusez-moi, un député, un ministre qui oserait de proposer, de mettre une proposition de loi ou un projet de loi allant dans ce sens, pour que son projet ou sa proposition puisse avoir, n'est-ce pas, un bénéfice, je dirais une couverture du président de l'Assemblée nationale, il faut aussi que le président puisse en tout cas faire preuve d'audace, de courage, pouvant contrarier tous ces mouvements qui peuvent venir pour mettre des contentements contre la dite proposition ou le dit projet de loi. Mais il n'est pas non plus exclu de voir, n'est-ce pas, le ministre, comme il l'a dit, on l'attend à l'œuvre, le ministre, je crois bien, de la Justice, le nouveau ministre de la Justice, Constant Moutamba, on l'attend à l'œuvre. S'il va proposer un projet de loi condamnant, réprimant, bien entendu sévèrement, l'homosexualité, n'est-ce pas, dans tous ces contextes, monsieur Daniel Roland, et en cherchant même à pénaliser ces comportements, même à 15 ans, comme il l'a dit, et qu'il y ait un texte procédural propre à ces phénomènes, que ces textes puissent considérer, n'est-ce pas, donner le pouvoir, même aux agents de policiers autres qui trouvent en cours de route une personne avec des attitudes d'une femme alors que c'est un homme, mais c'est un homme qui soit arrêté, poursuivi, condamné. Ce serait bien. Parce que des pareilles histoires... Même les gens qui font les théâtres dans ce pays, on va voir dans une pièce théâtrale, il y a une femme qui joue un rôle d'un homme. En tout cas, sur ces points-là, je vais vous révéler une chose. D'ailleurs, d'après mon raisonnement, c'est que dans ces pays, il y a au moins certains mécanismes, je dirais, ou le moyen par lesquels ces phénomènes se propagent. Parce que dans chaque série, regardez bien, vous pouvez voir dans toutes les séries qui se passent aujourd'hui aux États-Unis et en France, il y a toujours un gay, il y a toujours une lesbienne. Vous savez pourquoi? En réalité, plus nos enfants regardent ces vidéos, ces séries, ils se disent quoi? Ils sont en train de normaliser le lesbianisme. Ils sont en train de normaliser ces faits. Et donc, lorsque le ministre de la Justice prend pouvoir et interdit, parce que là, il est dans son pouvoir, il peut interdire je dirais, l'adoption des attitudes, n'est-ce pas, de lesbianisme, de gay ou bien de bisexuel. Tu vois, un homme, les hommes entre eux, les femmes entre eux, ou bien les gens qui se démarquent par une attitude qu'on appelle communément le PD. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland, c'était, je crois bien, la Duchesse à l'époque qui en faisait bien preuve dans ces théâtres. Et actuellement, il y a, je crois bien, Jérémy aussi. Nombreux aujourd'hui. Ils sont devenus nombreux. Si nous considérons nos théâtres ici au Congo, monsieur Daniel Roland, plus les enfants, parce que vous savez, un phénomène n'est comment? Un phénomène n'est que des bouts d'un fil. Donc, aujourd'hui, vous voyez un acte posé, 2 actes par 2 personnes différentes à la télévision. Donnez à ces actes, n'est-ce pas, 10 ans.
vous avez des enfants à la maison. L'enfant qui ne fait que regarder des séries de films, la psychologie a démontré que plus l'enfant observe la chose, mieux il s'y adapte et il cherche à adopter même ces comportements-là. Maintenant, si on prend 10 ans, 20 ans, où la personne était en train justement de regarder ces séries, de voir aussi, d'admirer même l'attitude de se faire femme alors qu'on est homme. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland, qu'adviendrait-il? C'est qu'elle aura le risque de s'adapter à ces comportements-là. Donc, au lieu de proposer aussi de lois, la loi peut être, ce serait complexe, parce que les mouvements-là peuvent aussi venir contrarier, c'est-à-dire mettre de barrières à l'avancement ou à la progression de ces projets de loi ou de ces propositions de loi. Mais le ministre de la Justice peut interdire l'adoption de ces comportements dans des groupes de théâtre et autres. Ce serait en tout cas bon. Je crois que ce serait une première mesure qui pourrait prendre et qui pourrait démarquer déjà sa manière de faire dans ces régimes. Alors, Maître Cédric, le mission est terminé. C'est un réel plaisir pour moi une fois encore de vous recevoir. Merci pour les réponses données, toutes les explications relevant du juridisme concernant tout ce que nous avons parlé ici sur ce plateau, en commençant par les procès du présumé coup d'État, Christian Malanga, en passant par les procès, l'affaire Modero en Simba, jusqu'à cette affaire de l'homosexualité en République démocratique du Congo. C'est un réel plaisir. Merci, maître. Je vous remercie, monsieur Dayan. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. On va se retrouver demain lundi pour le premier numéro de la semaine de votre magazine Interface. Restez-nous toujours fidèles. Que vive la République, vive la RDC.